Avant de poursuivre, il est très important de comprendre que le monde de la finance est un monde global qui ne connaît aucune frontière. À titre d'exemple, prenez simplement le marché des devises. Chaque jour, je dis bien chaque jour, il s'échange entre les banques partout dans le monde pour l'équivalent de 4 000 milliards de dollars, soit une pile de billets de 1 dollar tellement haute qu'elle toucherait littéralement la Lune. Je dis bien quotidiennement, tous les jours. Et 99% de ces échanges sont pour des raisons spéculatives. Les intérêts en jeu sont tels qu'il ne faut faire preuve d'aucune naïveté. Dans le monde de la finance, les décisions sont prises en famille, bien loin des parlements et du monde politique, et encore bien plus loin du simple citoyen. Il y a historiquement deux grandes associations qui servent de relais pour exposer les opinions des élites financières. Je vais très brièvement les introduire car elles reviendront souvent dans mon exposé. Elles sont actives dans divers domaines, mais celui qui nous intéresse est bien évidemment la finance. Je précise d'emblée que l'objectif n'est pas d'émettre une quelconque opinion, mais simplement de vous permettre de mieux évaluer dans quelques minutes la pertinence des recommandations que ces organisations publient. Je commencerai par le Council on Foreign Relations, le CFR, qui est une organisation fondée en 1921 sous le patronage de la banque Morgan et de la famille Rockefeller. Le CFR déclare vouloir aider à mieux comprendre le monde. Plus de 200 multinationales le financent à hauteur de plus de 7 millions de dollars par an. Il comprend 4 200 membres et emploie 50 chercheurs. Les membres du CFR font partie de la plus haute élite. Parmi ceux qui ont été membres ou le sont encore, notons par exemple George Bush père, Henry Kissinger, Brzezinski, Dick Cheney, le légendaire George Soros, deux anciens présidents de la Fed, Volcker et Greenspan, l'actuel président de la Banque mondiale, Zulik, etc., etc. Le CFR est intimement lié au Peterson Institute for International Economics, qui est un institut privé dédié à l'étude des politiques économiques internationales. Il fut fondé en 1981 par Fred Bernstein, anciennement secrétaire adjoint aux affaires internationales du département du Trésor américain. Il est directeur de l'institut depuis sa création. Parmi les autres illustres membres du bureau des directeurs, on notera entre autres Rockefeller et les deux anciens patrons de la Fed, Volcker et Greenspan, ainsi que notre actuel gouverneur de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet. Le deuxième groupe dont je voudrais vous parler est la commission trilatérale. C'est en juillet 1973 que David Rockefeller, à l'époque président du CFR, fonde avec Volcker et Greenspan, deux anciens patrons de la Banque centrale américaine, un groupe de réflexion, la commission trilatérale. Les membres sont à la hauteur de l'impressionnant carnet d'adresses de son fondateur, regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus distinguées et influentes, hommes d'affaires, politiciens et décideurs intellectuels de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Asie-Pacifique. Son but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre ces trois zones clés du monde, pôle de la triade. Alors on notera par exemple parmi les personnalités qui sont ou ont été membres Henry Kissinger, Brzezinski, Raymond Barre, François Bayrou, George Bush père, Jimmy Carter, Dick Cheney, Bill Clinton, Laurent Fabius, etc., etc., etc. Donc, vous conviendrez certainement avec moi qu'il s'agit là de personnalités de premier plan et que les publications financières de ces organisations méritent notre attention. En 1988, le magazine The Economist publiait un article dans lequel l'auteur voyait une devise mondiale appelée Phoenix et pleinement implémentée en 2018. En 2001, Mundell, lauréat d'un prix Nobel en économie, proposait d'utiliser les droits de tirage spéciaux, DTS, émis, entre guillemets, par le FMI comme monnaie mondiale en les rebaptisant Bancor. Un tort. En fait, l'idée n'est pas de lui, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Bon, je pourrais continuer comme cela bien longtemps, car en réalité, la notion de monnaie mondiale est très ancienne. Lors des accords de Bretton Woods, la nécessité d'une monnaie mondiale était déjà apparue, et l'économiste Keynes avait baptisé cette devise Bancor. Permettez-moi de vous rappeler rapidement ce qu'étaient ces accords et le contexte de l'époque. Le grand historien américain Carroll Quigley, mentor de Bill Clinton, professeur d'histoire à l'université de Georgetown, et, je le signale au passage, membre du CFR, a décrit en détail dans son livre « Tragedy and Hope » les objectifs du lobby financier qui ont mené aux accords de Bretton Woods. Il déclare notamment « Les puissances du capitalisme financier ont eu un autre but de grande envergure, rien moins que de créer un système mondial de contrôle financier dans des mains privées,
capable de dominer le système politique et l'économie du monde dans son ensemble. Ce système devait être contrôlé d'une manière féodaliste par les banques centrales du monde, agissant de concert par des accords secrets conclus lors de fréquentes réunions et conférences privées. L'apex du système devait être la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, une banque privée possédée et contrôlée par les banques centrales du monde qui étaient elles-mêmes des corporations privées. La croissance du capitalisme financier a rendu possible une centralisation du contrôle économique mondial et l'utilisation de cette puissance pour le bénéfice direct des financiers, tout en causant un préjudice indirect pour tous les autres groupes économiques. C'est en juillet 1944 que se tient la célèbre conférence de Bretton Woods, et on sait maintenant que l'influence du CFR y a été prépondérante. Les deux architectes de cet accord étaient Harry Dexter White et John Maynard Keynes. Les accords de Bretton Woods vont instaurer un système de change fixe, reposant sur le principe du Gold Exchange Standard. Les parités des monnaies sont fixées et ne peuvent varier que dans une fourchette de plus ou moins 1% par rapport à un étalon qui est l'or. Mais seul le dollar est convertible en or à taux fixe, 35 $ l'once. Les banques centrales ont l'obligation d'intervenir pour soutenir la parité de leur monnaie. Le dollar étant la seule monnaie convertible en or, il devient la monnaie de règlement des paiements internationaux. Cette convertibilité est garantie à l'époque par le fait que les États-Unis détiennent, en 1944, les 3/4 des réserves en or de la planète. Bon, dans les années 60, les dollars s'accumulent alors qu'une perte de confiance dans cette monnaie grandit en parallèle et pousse les détenteurs à exiger la conversion en or. Ainsi, les réserves d'or des États-Unis diminuent progressivement. Le 15 août 1971, face à l'accélération de la diminution du stock d'or de la Réserve fédérale américaine, le président Nixon prend la décision de dénoncer unilatéralement la convertibilité or du dollar, ce qui amène de facto la fin du système de Bretton Woods. Dès fin 1971, le dollar est dévalué une première fois et il le sera à nouveau en 1973. Les banques centrales des principaux pays européens décident alors de ne plus soutenir le cours du dollar et le système monétaire international bascule dans un régime de change flottant. Mais le hasard fait bien les choses. La même année, David Rockefeller chiffre à 3 000 milliards de dollars de l'époque les besoins en investissement de l'industrie pétrolière pour les années à venir. On sait maintenant qu'à la veille du choc pétrolier, les grandes compagnies pétrolières traversent de sérieuses difficultés suite à des investissements dans des projets dont les coûts ont dérapé. Le 19 octobre 1973, l'OPEP décide un embargo qui officiellement provoquera la première crise du pétrole. 37 ans plus tard, la réalité historique est tout autre. Il n'y a jamais eu de pénurie et cette crise a été entièrement organisée par une entente entre les compagnies pétrolières et l'OPEP. Une première conséquence sera que ces investissements non rentables deviendront hautement profitables. En 1974, le prix du pétrole sera multiplié par 4 et les bénéfices des 30 premières compagnies pétrolières mondiales augmenteront de 71%, alors que leurs ventes n'augmenteront que de 10%. Mais une deuxième conséquence qui nous intéresse plus particulièrement ce soir sera que le dollar pourra sauter de l'or jaune à l'or noir. À l'époque, le commerce du pétrole se fait uniquement en dollars, et cette monnaie devient donc plus indispensable que jamais. En plus, la Fed n'a même pas besoin de garder du pétrole dans ses coffres. Mais la fin de Bretton Woods marque le début d'une expérience nouvelle en finance. Les monnaies ne sont plus adossées à l'or. Elles sont purement adossées à des dettes publiques et privées. Dès cet instant, le dollar a cessé d'être une promesse, à savoir celle de livrer de l'or. Ce système peut plus ou moins fonctionner aussi longtemps que la communauté croit que les dettes restent solvables. Actuellement, lorsque le consommateur américain paye l'exportateur chinois avec des dollars, celui-ci les change auprès de la Banque centrale chinoise pour obtenir des yuans afin de payer ses ouvriers chinois. La Banque centrale chinoise crée ces yuans à partir de rien et avant 1971, elle aurait pu convertir ces dollars en or auprès du Trésor américain. Pour limiter l'exode de l'or, les banquiers centraux auraient fait remonter les taux pour rendre le dollar attractif et décourager les étrangers à l'échanger contre l'or. La consommation en Amérique aurait ralenti, ce qui aurait réduit les déficits des comptes courants. Mais avec la fin de Bretton Woods, ce type de mécanisme régulateur a disparu. Tous ces yuans créés finissent par se retrouver dans l'économie chinoise sous forme de prêts et provoquent l'inflation des prix qui sévit actuellement en Chine.